Vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Je suis très très fière de recevoir Philippe et très touchée qu'il ait accepté mon invitation. Je suis heureuse de vous faire partager à tous. Moi, Philippe, je l'ai connu grâce aux algorithmes d'Internet. Et quand je l'ai découvert, je me suis complètement retrouvée dans tout, reconnue. Je pense que c'est pareil pour pas mal d'entre vous. Et intuitivement, tout me parlait sans aller jusqu'à la complexité. Après, bien sûr, on creuse, mais il y a plusieurs niveaux de compréhension avec Philippe. Et puis surtout, il est très bienveillant, très clair. Donc c'est vraiment un bonheur de l'écouter, encore et encore. Et je vais quand même faire une présentation un peu plus classique. Parce que c'est quand même assez rare d'avoir un physicien de ce niveau-là qui vous parle d'amour, de joie, de libre arbitre, de foi. Alors, docteur en physique, habilité à diriger des recherches, auteur et conférencier, après plusieurs brevets au CNRS et une trentaine de publications scientifiques en neurosciences, intelligence artificielle et physique théorique, il a conduit jusqu'à sa retraite des recherches visant à mettre en évidence les limites du chaos déterministe et à réviser notre conception classique de l'espace-temps pour le rendre flexible avec un futur en évolution permanente. Il est l'auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre, qui conduit entre autres choses à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Voilà, je veux juste remercier Akram et son équipe, Sameh. Bonsoir. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Tout va bien? Bon. Je suis très heureux d'être ici. Je remercie beaucoup Pascal pour son invitation. C'est la deuxième fois que je viens de ce côté-ci de la Méditerranée. La première fois, c'était il y a 6-7 ans peut-être, en Algérie, à Alger, sur invitation du directeur général de la recherche d'Algérie. C'était chaud. Mais ça a été quand même bien accueilli, et il faut dire que pendant ces 6 ou 7 ans, il y a eu une énorme évolution. C'est-à-dire qu'on était encore dans l'ancien temps. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la Covid. Et vous savez que les progrès vont très vite, beaucoup plus qu'on imagine. Aujourd'hui, c'est fulgurant. Je suis étonné tous les jours de voir les progrès d'évolution de la conscience, mais aussi les progrès dans la physique et dans les sciences en général, dans la physique en particulier, parce que je suis physicien, je ne suis pas tellement les autres sciences. Et mes idées, les idées que je présente depuis 15 ans dans mes livres et conférences sont de mieux en mieux acceptées, et ça me donne une grande responsabilité. Et c'est pas toujours évident. Alors, ce soir, je vais vous parler, donc, comme prévu, je vais vous parler du temps, et plus exactement des 3 temps qui sont introduits petit à petit en physique. Et pourquoi je vais vous parler de cela? C'est plutôt une entrée en matière, parce que je vais revisiter finalement toute la pensée que je déploie habituellement. D'une part parce que ces 3 temps, ce sont des concepts qui sont à la fois très nouveaux, mais aussi hérités des anciens Grecs, et qui correspondent parfaitement à la pensée que je vais vous partager. Et d'autre part, parce que effectivement, le changement du paradigme conduisant à cette nouvelle conscience qui apporte la joie, etc., l'amour, etc.,
c'est quelque chose qui part du bouleversement de notre conception du temps. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas changé notre conception du temps, on est foutu. Parce que c'est notre conception erronée du temps qui est responsable de tous les problèmes de la planète. C'est ce que je pense, sérieusement. Vous allez le comprendre peut-être seulement à la fin de la conférence. Parce que c'est notre conception erronée du temps. C'est quoi une conception erronée du temps? C'est le fait de croire que le futur est en train de se créer là, maintenant. C'est le résultat du fait qu'il y a 4 siècles, la science est née, enfin elle était née avant, mais elle a explosé avec Descartes et bien d'autres, et qu'on a commencé à introduire les équations dans la physique, qui est devenue aujourd'hui la physique moderne, mais que pour pouvoir faire cette science basée sur des équations, il fallait introduire des dogmes, les dogmes qui sont projetés derrière moi. Alors il y en a 2 qui sont des dogmes, c'est le déterminisme et la causalité, la matérialité également. Il n'y a que le hasard qui est quelque chose un petit peu bizarre. Je vais vous expliquer ce que ça vient faire dans cette histoire. Oui, alors donc je disais que si on ne remet pas en question notre conception du temps, on raisonne de façon habituelle en considérant que le futur est le résultat du passé, et ça nous oblige petit à petit à rentrer dans un système de contrôle. Parce que le déterminisme, l'idée du déterminisme, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui va arriver est le résultat unique de la causalité fondée sur tout ce qui est matériel, veut dire que d'abord nous n'avons pas d'âme, nous n'avons aucun libre arbitre, il n'existe aucune finalité. Et le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est d'avoir de bons gènes. D'accord? Parce que par exemple, je pourrais raisonner en me disant que puisque mon futur est déjà là et que je ne peux rien y changer, demain matin, je reste au lit, je ne bouge pas, puisque ça ne va rien changer. Bon, alors évidemment, je vais me faire licencier. Bon, je suis à la retraite, mais enfin, si j'étais pas à la retraite, je me ferais licencier, etc., avec tout l'effet boule de neige de ce que ça produit. Et le résultat, c'est que je suis un idiot. Mais si je suis un idiot et que ce problème s'est déclenché à ce moment-là, ça veut dire que c'était tout simplement inscrit dans mes gènes qu'un jour j'allais faire cette bêtise. Mais vous comprenez pourquoi le déterminisme, finalement, la vision erronée du temps qui conduit au déterminisme aboutit finalement à un système de contrôle, parce qu'il faut empêcher les idiots d'agir, parce qu'il faut tout contrôler. On ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui vont défaillir, qui vont nuire à la société, d'autres non. Et donc il faut tout contrôler et espérer que notre futur soit radieux, simplement parce que nous avons la chance d'avoir une bonne génétique. C'est pourquoi le système de pensée erroné dans lequel on se trouve, fondé sur cette vision erronée du temps, conduit automatiquement et logiquement vers le transhumanisme. D'accord ? Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est le prolongement du matérialisme qui aboutit à une société dite transhumaine, c'est-à-dire l'humain devient un transhumain, c'est-à-dire après avoir fusionné avec la machine. C'est un petit peu ce qui commence à arriver aujourd'hui, puisque bientôt, parce que tout le monde utilise son mobile, et bientôt les mobiles seront greffés petit à petit et finiront à l'intérieur du cerveau. Alors, c'est l'idéologie de la 4e révolution industrielle, qui était l'idéologie de l'opération mondialiste que vous avez vécue pendant la Covid, qui visait à nous conduire vers l'idéologie de Klaus Schwab. D'accord ? Klaus Schwab, qui est le président de ce forum économique mondial qui a conduit ce mouvement qui a été en échec tout le long des mesures sanitaires et qui aujourd'hui est complètement en échec et qui supposait qu'on devait vivre dans une société unipolaire,
Mais finalement, l'échec de toutes ces mesures, l'échec de toute cette géopolitique a abouti à tout ce que vous savez. Je ne veux pas rentrer dans les histoires de vaccination, mais aussi aux guerres que l'on connaît, puisque c'est le résultat de la géopolitique qui est passée sur un monde multipolaire. Et je ne veux pas vous faire plus de politique que ça. Sachez simplement que ce passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire est une très grande chance que nous avons. Nous avons finalement franchi les années Covid avec cette grande chance d'avoir évité notre évolution vers le tout contrôle, vers le transhumanisme, etc., pour aller vers une évolution où l'humain va s'éveiller, et je vais vous expliquer pourquoi et sur quelle base. Donc, je résume, je disais simplement, en faisant très légèrement de la géopolitique, mais pour ne plus en faire après, que les années terribles que nous avons franchies pendant les années Covid, finalement, ont été une très grande chance parce que cela signifiait l'échec du matérialisme et l'échec du mouvement mondialiste qui voulait nous conduire vers la société de contrôle, vers laquelle il était logique que nous allions parce que nous avions cette vision erronée, purement matérialiste. Nous n'y allons plus. Lisez mon livre « Le grand virage de l'humanité » pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette question. Maintenant, je vous explique pourquoi nous avons changé de direction. Le navire de l'humanité a changé de direction pour aller vers un éveil généralisé de la population, un éveil généralisé au potentiel de sa conscience et un éveil généralisé à sa situation dans l'univers global, avec la possibilité de comprendre enfin qu'est-ce que c'est que nos visiteurs et quel type de relation on pourrait avoir avec eux, etc. On est vraiment à un moment charnière de l'humanité où on a commencé à vivre ça. D'accord ? Mais tout va à une vitesse différente selon les personnes. Vous avez des personnes très éveillées qui vivent déjà, en quelque sorte, d'une certaine manière, dans ce nouveau monde, et puis vous avez des retardataires. Alors, de quoi s'agit-il ? Et pourquoi c'est la physique qui va pas nous sauver, puisqu'on n'a pas besoin d'être sauvé, hein, et même moi je ne suis pas un sauveur, hein, je suis juste un enseignant. Donc, au siècle dernier est apparue la mécanique quantique, et sont apparues en réalité deux très grandes théories de la physique qui sont aujourd'hui les mieux vérifiées par l'expérience. Il s'agit de la mécanique quantique et de la relativité restreinte et générale. Ça, vous le savez à peu près tous, vous en avez entendu parler. Si vous venez voir un physicien, c'est que vous avez déjà entendu parler de ça. Ça a posé d'immenses problèmes a priori contre-intuitifs, parce que la relativité était contre-intuitive, la mécanique quantique était contre-intuitive, et on ne sait toujours pas aujourd'hui rendre compatibles ces deux grandes théories qui sont les mieux vérifiées par l'expérience. D'accord ? Et pourquoi on ne sait pas les rendre compatibles ? D'après moi, c'est parce que justement, on n'a pas encore intégré la nouvelle compréhension de notre réalité qui est impliquée par le fait que notre réalité soit relativiste, avec une vitesse de la lumière constante, et que la mécanique quantique nous impose cette notion de superposition d'états ou de trajectoire. Je ne peux pas vous faire de cours de mécanique quantique ce soir, je vous balance les réalités qui sont indigestes et qu'on n'a toujours pas encore vraiment bien compris. Et c'est quand on aura bien compris ça qu'on va pouvoir passer vers une nouvelle vision de la réalité qui va revaloriser l'humain. Parce que, évidemment, derrière notre compréhension de la réalité arrive tout de suite notre compréhension de ce qu'est l'humain. Hein ? Alors, donc pour comprendre la réalité, il faut arriver à réconcilier
la mécanique quantique et la relativité générale. Et pour faire les deux, on a besoin de remettre en question notre conception du temps. Alors je vais vous balancer tout de suite le topo général pour que vous conserviez une vision intuitive. Après, je vais rentrer un peu dans le détail. On va passer de l'idée que notre futur est en train de se créer maintenant, c'est-à-dire de l'idée que notre futur n'existe pas encore, vers l'idée que notre futur existe déjà, que donc nous sommes embarqués sur des rails qu'on appelle des lignes de temps, un peu comme quand vous êtes dans un train et que vous voyez défiler le paysage. Imaginez que ce paysage, c'est votre vie. Nous sommes réellement embarqués dans un train et nous voyons défiler le paysage de notre vie. C'est comme Matrix. Pas tout à fait pareil, mais c'est comme Matrix. On n'est pas allongé quelque part sur un lit avec des électrodes qui nous font vivre une réalité. C'est pas ça. Hein, on parlera de projection holographique. Mais par contre, la réalité décrite par Matrix avec Mr. Anderson, là, je ne sais plus, Anderson et... bon, ça, et oui, voilà. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut concevoir les choses. C'est-à-dire, le monde est une prison pour notre esprit, ça c'est vrai. Le monde est une prison pour l'esprit, il faut bien le garder en mémoire, ça, la physique nous le démontre. Et donc, c'est bel et bien comme ça qu'il faut voir les choses. Mais on n'est pas embarqué comme dans un film où on ne peut rien y changer, on est embarqué dans une réalité où il n'y a pas qu'un seul disque, il y a de multiples disques. C'est un peu comme si, imaginons que nous soyons dans une simulation, ce qui n'est pas le cas. Hein. On n'a pas un cerveau relié comme dans Matrix, etc. Mais ce qui est réel, c'est que tout se passe comme si nous étions en train de lire le film de notre vie, sachant que notre cerveau, c'est la tête de lecture. Mais notre cerveau, la tête de lecture, ne lit pas qu'un seul disque. Il y a tout un tas de disques empilés les uns sur les autres. Et en même temps que les disques tournent, la tête de lecture, elle peut monter ou descendre pour changer de réalité. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous pouvez changer votre réalité. Mais ce n'est pas à tous les moments, parce que comme nous vivons dans une réalité collective, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'un individu peut changer sa réalité. Ce n'est qu'à certains moments. Et on verra que ces moments correspondent à l'introduction d'un second temps que les anciens Grecs appelaient le kéros, et qui correspond tout simplement au fait qu'à un moment donné, il existe plusieurs lignes de temps possibles devant nous, et nous avons à faire des choix. Et lorsque nous faisons un choix qui correspond à un changement de ligne de temps, notre vie change en totalité. Notre futur change en totalité. Et le second temps est donc le temps qui décrit le passage de notre ancien futur à notre nouveau futur. Habituez-vous à ces concepts-là. Le futur que nous avons actuellement, c'est un ancien futur. Si ça va devenir un ancien futur, si dans la vie que l'on mène, à un moment donné, nous sommes amenés à faire un choix qui va faire en sorte que, en quelque sorte, l'univers va recalculer notre trajet. Le temps est spatialisé, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans une réalité où le temps est en train de créer ce qui arrive. Non, tout est déjà créé. Le futur est comme une zone géographique que nous allons visiter. Et le passé est encore une zone géographique que nous avons déjà visitée, mais que nous pourrions revisiter. Ça, c'est ce que décrit la physique. La physique ne décrit pas encore, plutôt ce sont les mathématiciens, hein, parce que la physique, elle est tirée par les matheux. Les mathématiciens ne savent pas encore comment mettre en équation les changements de ligne de temps, mais ils s'imposent de plus en plus à l'esprit, et de toute façon, c'est la seule solution pour réconcilier les deux physiques, relativiste et quantique. Alors pourquoi ça ? Parce que
si on veut, parce que la mécanique quantique nous dépeint une réalité dans laquelle tout est possible, on appelle ça le multivers quantique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, alors que la relativité nous dépeint un futur qui est absolument unique parce que nous sommes comme enfermés à l'intérieur d'un seul disque en plus, hein, on appelle ça l'univers bloc, qui oriente nos pas tout le reste de notre vie. Et si on veut faire un entre-deux, si on veut dire, oui, bon, la mécanique, si on veut qu'à la fois la mécanique quantique soit juste et que la relativité soit juste, il n'y a qu'une seule solution, d'après moi. Enfin, j'en ai pas vu d'autre, il n'y a aucune autre solution alternative. C'est de considérer que notre réalité à vivre est comme le parcours d'un GPS qui nous emmène vers notre futur. Vous utilisez tous des GPS, non? Maintenant. Et vous savez que le GPS peut changer votre parcours de deux façons possibles. Soit que vous changez la destination, c'est-à-dire que vous changez votre futur, soit que vous ne faites pas ce que dit la dame du GPS et ça recalcule. D'accord ? Ne pas faire ce que dit la dame du GPS, c'est à un moment donné être en évolution de sa conscience et faire un autre choix que ce qui est prévu par l'univers aux bifurcations. Vous voyez ? Si on n'est pas vraiment sur une évolution de conscience, mais que c'est juste momentané, on va à ce moment-là céder à la dame qui nous dit de faire demi-tour, où elle va trouver un autre parcours et nous renvoyer vers le même futur. Si par contre on est réellement, parce que ce n'est pas la première fois, dans un changement d'état d'esprit qui correspond à une véritable évolution de conscience, à ce moment-là, on va changer littéralement notre futur. Donc il y a ces deux cas. D'accord ? Là, je vais un peu vite exprès, mais c'est pour la compréhension. Parce que vous avez ressenti, dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose d'important qui est apparu, c'est l'idée que la conscience pourrait agir sur notre futur. Alors ça, je vais devoir vous expliquer pourquoi c'est vrai. Pas la conscience qui agit par l'intermédiaire de la causalité, la conscience qui programme directement votre futur. Mais pour comprendre pourquoi ça c'est vrai, il faut mieux comprendre la mécanique quantique et la relativité et en déduire quelque chose qui va nous conduire à l'idée que l'espace n'existe pas réellement. Alors je vais le faire vite, hein. Mais la mécanique quantique vous parle de trajets superposés, vous avez des particules, elles passent partout à la fois, ou elles sont partout à la fois dans une boîte. Ça veut dire quoi, cette histoire ? C'est pas une question d'indétermination, c'est pas parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent, c'est parce qu'elles sont réellement partout à la fois, ce qui ne veut rien dire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'espace n'existe pas autour de la particule. Parce que l'espace n'est pas de l'espace. Il existe des objets dans la nature autour desquels l'espace n'est pas encore constitué. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, en relativité, vous savez qu'il y a un problème au principe d'addition des vitesses, c'est-à-dire que la vitesse de la lumière étant constante, on a un souci, c'est que si vous prenez deux repères mobiles l'un par rapport à l'autre, s'il y en a un qui voit la lumière venir du repère, normalement, on dit, la vitesse de la lumière qu'on va mesurer, c'est la somme de la vitesse de la lumière et de sa vitesse à lui, ou la soustraction s'il part dans l'autre sens, ou inversement. Eh bien non, ça ne marche pas. Quelle que soit la vitesse de la personne, du repère qui se déplace par rapport à vous, la lumière que vous allez recevoir de lui va toujours aller à la même vitesse. Ceci a pour conséquence de courber l'espace, même de tordre l'espace. Ça a des conséquences énormes, ça a d'immenses conséquences, l'existence des trous noirs, etc. Or, l'espace de référence
par rapport auquel cet espace devient courbé, trouvé, n'existe pas. Mais déjà, vous avez à travailler avec un espace qui n'est pas de l'espace. Donc un espace qui n'existe pas autour des particules quantiques, un espace qui est troué, un espace qui est courbé. Il n'y a pas que ça. Les théories de grande unification de la physique qui essayent d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale sont amenées à dire qu'en dessous d'une certaine distance, qui est la distance de Planck, 10 à la puissance moins 35 mètres, il n'existe pas d'espace, il n'existe pas de distance. Un peu comme si notre réalité était pixelisée, ce qui rejoint l'idée qu'elle est une illusion, ce qui rejoint l'idée que l'espace n'existe pas réellement, que c'est comme une sorte de projection. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on a découvert récemment l'existence des ondes gravitationnelles, qui sont des ondes de l'espace. L'espace, on croyait que c'était rien. Ben, l'espace, il vibre. Le rien vibre. Ah, quand même un problème. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le principe de non-localité. La physique a découvert et démontré le principe de non-localité. Ça date de 1982 via un Français qui a reçu le prix Nobel, Alain Aspect. Et de quoi s'agit-il? Vous avez des particules initialement intriquées qui se séparent, ou plutôt, on fabrique des photons intriqués, c'est-à-dire qu'au départ, vous avez un système quantique qui se divise en deux parties. Il y en a un qui part là-bas, l'autre là-bas, ils peuvent être séparés, l'un peut être aux confins de l'univers. Eh bien, comme c'est quantique, si vous faites une mesure sur l'un, ça va automatiquement déterminer l'état de l'autre. C'est-à-dire que, décidément, on a un problème avec l'espace. L'espace, il est troué, il est pixelisé, il est non local, il est en vibration, ça ne va plus du tout. Et en fait, c'est parce que ce n'est pas de l'espace. Si on avait compris, il y a un siècle, au moment où on a découvert la relativité et au moment où on a découvert la mécanique quantique, que ça voulait dire que l'espace n'existe pas, on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui. Mais il y a eu comme un blocage, hein. On a été enfermé dans une coupole. La science, la physique a été comme enfermée dans une coupole, parce qu'on avait les moyens de comprendre à l'époque. Simplement, ça ne peut pas être compris avec une vision matérielle de l'univers. La conséquence de ça, du fait que l'espace n'existe pas, c'est justement la sortie du matérialisme pour récupérer une vision enfin rationnelle de la réalité. Alors qu'est-ce que c'est que cette vision enfin rationnelle de la réalité? Alors déjà, je vais vous expliquer les choses autrement et vous allez mieux comprendre. La réalité. Alors il va falloir distinguer réalité et réel. La réalité est composée d'objets, de matière. Elle est composée d'un espace, apparemment, qui englobe ces objets, et elle est composée, il ne faut quand même pas l'oublier, de consciences qui ont conscience des objets. Eh bien, là-dedans, il y a quelque chose d'inutile, et c'est l'espace. J'arrête pas de le détruire. Là, je vous ai rendu la devinette facile. Vous n'avez pas besoin de l'espace. On n'a pas besoin de l'espace. Personne n'a besoin de l'espace. Et même Descartes aurait pu imaginer ça. Bon, il lui aurait fallu quelques billes supplémentaires. C'est la logique même que de considérer que l'espace n'existe pas. C'est la plus grande logique, c'est la plus rationnelle qui soit, c'est de considérer que l'espace n'existe pas. Vous avez aujourd'hui des philosophes qui en prennent conscience. Il faut dire que la physique les aide à avoir cette prise de conscience. La physique détruit l'espace sous toutes ses coutures et de toute façon, il y a une évidence, c'est que nous n'avons pas besoin de l'espace. Donc l'espace est une construction. Alors, est-ce que la physique, tu ne pourrais pas nous aider à comprendre ce que c'est que cette construction? Eh bien oui, la physique nous aide à comprendre ce que c'est que cette construction. Et bien plus que ça, elle nous dit après comment ça marche, comment ça se construit.
Alors, la physique nous aide à comprendre ce que c'est que cette construction en ayant introduit depuis 25 ans le principe qui fascine le plus toute la communauté des physiciens et qui est le principe holographique, plus exactement la passerelle holographique de Maldacena, Susskind, etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas une découverte qui prouve, bien sûr, à 100% que nous vivons dans une réalité holographique, mais si on considère tous les autres indices, oui, ça le démontre littéralement. Cette découverte nous dit qu'un modèle de physique qui s'appelle la théorie des champs, qui décrit une surface horizon de notre univers, une surface horizon, c'est par exemple la surface d'un trou noir, une surface horizon, c'est-à-dire derrière l'horizon, la lumière ne peut plus vous atteindre. Là, si vous avez passé l'horizon du trou noir, c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pareil pour l'horizon du Big Bang, à condition de considérer le Big Bang comme un trou noir aussi. Enfin, donc l'univers a différents horizons, et il a été démontré qu'un modèle qui décrit la surface de cet horizon est équivalent à un autre modèle qui décrit tout le volume derrière cet horizon, toute la réalité en volume derrière cet horizon, et qui rajoute des dimensions supplémentaires ainsi que la gravité. Mais ça rajoute surtout la notion d'espace, c'est-à-dire que l'espace vient d'être créé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin fondamentalement de la notion d'espace pour décrire l'univers, parce qu'on peut le décrire à partir d'une surface horizon. Alors ce n'est pas le nôtre, c'est l'univers au-delà des horizons. Mais c'est déjà ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle qui décrit la réalité au-delà de cet horizon, c'est un modèle qui rajoute 6 dimensions supplémentaires à notre réalité. Et en plus la gravité. Et du coup, ça fait apparaître la gravité comme non plus une force, mais un phénomène lié à l'information. Mais bon, ça, pour l'instant, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais petit à petit, on va comprendre, puisque je vous disais qu'on n'a pas besoin de l'existence de l'espace parce qu'on a la conscience de l'espace. Donc ça veut dire que si on élimine l'espace, c'est à la conscience de l'espace, puisque c'est elle qui crée le volume, qu'il faut attribuer les dimensions supplémentaires de notre réalité, dont on verra que ce sont des dimensions vibratoires. Bon. Je vais vous amener ça autrement, parce que comme ça, petit à petit, vous allez comprendre quel rôle joue la conscience dans cette affaire. Donc, là, pour l'instant, j'en suis arrivé simplement à dire que l'espace n'existe pas et que c'est la conscience qui reproduit nos sensations de l'espace et que, ce faisant, elle pourrait entrer en physique, il suffit juste de changer le nom, et on lui affecterait 6 dimensions supplémentaires, qui sont des dimensions dites compactifiées, infiniment petites, rotatoires, etc., qui sont mal interprétées. On verra comment on va les interpréter correctement. Mais déjà, vous voyez que la physique a déjà introduit, d'une certaine manière, la conscience dans son modèle, sauf qu'elle ne veut pas prononcer ce mot, parce que nous sommes encore dans un paradigme matérialiste. Et ce faisant, elle introduit des dimensions additionnelles. Alors, je vais maintenant vous parler de mes travaux, avant de vous parler de peut-être le plus grand mystère et la plus grande révolution qui va arriver, là, en physique, bientôt, très, très vite. Donc moi j'ai passé une bonne partie de ma carrière à faire des calculs de billard. Bon, ça a l'air, on se demande à quoi ça sert. Mais des calculs de billard, je veux dire des dizaines de milliards de trajectoires. Hein. Il a fallu que j'utilise des super procédés pour minimiser le temps de calcul, mais c'était ma spécialité. Tout ça pour arriver à démontrer qu'au bout d'un certain temps, ce qui est méconnu, les boules de billard deviennent quantiques. Le billard devient quantique. Voilà. Et pour arriver à démontrer que si on veut
conserver le déterminisme des trajectoires, c'est-à-dire que si on veut dimensionner la trajectoire d'une boule de billard, on est obligé de rajouter 6 dimensions à notre réalité. Chose que faisait déjà la théorie des cordes il y a une cinquantaine d'années, la théorie des cordes qui est très contestée parce qu'elle n'a abouti à rien pour l'instant, mais la théorie des cordes introduisait déjà 6 dimensions pour décrire notre réalité. Et donc, et il y a d'autres raisons, et aujourd'hui, de plus en plus, on voit poindre en physique la nécessité de rajouter des dimensions. D'accord ? Mais le problème, ce qui ne passe pas encore bien, c'est que qui dit rajouter des dimensions, il va bien falloir rajouter, à un moment donné, à quoi ça correspond, ces dimensions. Or, là où le bal baisse, c'est que rajouter des dimensions, ça veut dire rajouter la conscience. Hein. D'accord ? Et là, vous comprenez bien, vous savez qu'on vit dans un paradigme qui fait que rajouter la conscience, ah ben non, ah non, ah non, ah non. Ça, c'est bon pour les spirituels, c'est bon pour les religieux, c'est bon pour les... C'est pas bon pour les mécanistes, c'est pas bon pour les matérialistes, c'est pas bon pour les gens sensés, raisonnables. Et donc, j'ai commencé à vous initier à l'idée que la conscience devrait entrer en physique et rajouter des dimensions à l'espace-temps. Vous verrez que ça a des conséquences phénoménales sur notre vision de la réalité. Et je vous disais aussi que notre réalité n'existe pas réellement, hein, que cet espace n'existe pas réellement. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais vous parler de construction collective un peu vite, donc je vais développer ce point. Il y a en mécanique quantique 3 grandes choses bizarres, trois choses apparemment contre-intuitives, mais qui deviennent intuitives si on passe du bon côté. Hein. C'est la superposition d'états, l'intrication et le problème de la mesure. La superposition d'états, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un photon, un électron et même un système macroscopique presque. Hein, peut passer partout à la fois et le photon, il peut être partout à la fois dans une boîte, etc. Ou alors il y a un photon qui traverse un miroir semi-transparent, mais il pourrait aussi être réfléchi. En fait, il est les deux à la fois. C'est la base des générateurs quantiques de nombres aléatoires. On en reparlera. Et donc ça, c'est quand même un truc bizarre. D'accord ? Et je vais vous expliquer que c'est pas si bizarre que ça, si vous comprenez que c'est juste que l'espace n'est pas encore construite. C'est-à-dire qu'il y a notre réalité et il y a le réel. En fait, tout ce qui est quantique se trouve dans le réel, non observable, dans le non manifesté. Et il y a le manifesté qui est notre réalité. On ne peut pas comprendre les choses si on pense qu'il n'y a que le manifesté qui existe. Alors, le non manifesté, je ne parle pas de ce qui est invisible, parce que la physique, elle décrit déjà ce qui est invisible. Hein. Le non manifesté, je vous parle de ce qui est en dehors de ce qui est visible et invisible. Hein. Je vous parle de choses qui sont non matérielles. Bon, la physique a acté la réalité de choses non matérielles à travers l'existence des champs quantiques, l'existence des fonctions non en mécanique quantique, l'existence du champ de Higgs, la découverte du boson de Higgs. La physique, elle ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez. Dans les médias, ils ne font pas leur boulot, hein, ça fait des décennies. L'immatériel existe, l'immatériel est réel, l'immatériel est même plus réel que notre réalité. Et quand on fait des observations en mécanique quantique qui ont l'air bizarres, quand on dit qu'une particule est partout à la fois, c'est parce que la particule, elle n'est pas encore manifestée dans notre réalité. L'espace, il n'est pas encore créé autour d'elle. Elle est candidate à la manifestation. Mais elle n'est pas encore entrée dans notre réalité. Donc ça devient intuitif. Vous voyez, je vous rends la mécanique quantique intuitive. Et quand on dit que non-localité de particules intriquées, l'une aux confins de l'univers, etc., on fait une mesure là, bon, ça ne devrait pas choquer quelqu'un qui sait que l'espace n'existe pas. D'accord ? Voilà, et puis pareil pour la relativité, pourquoi la vitesse de la lumière est constante ? Mais parce que nous sommes dans quelque chose qui ressemble à une simulation. D'accord ? Ce n'est pas une simulation. Alors vous allez comprendre maintenant pourquoi ce n'est pas une simulation.
Et je vais vous parler du troisième truc étrange. Et vous allez comprendre que ce n'est pas étrange, mais à condition d'accepter quelque chose de très dur à avaler. Donc le troisième truc étrange de la physique, c'est le problème de la mesure, c'est le fait que lorsque vous faites une mesure, l'état quantique de la particule disparaît. C'est-à-dire que si la particule était partout à la fois, ou elle avait plusieurs états simultanés, on appelle ça la fonction d'onde, on appelle ça un état de cohérence aussi, eh bien le fait de l'observer, de faire une mesure, fait qu'il n'y en a plus qu'un. Mais si on n'observe pas, ça conserve son état quantique. C'est la fameuse interférence des fentes de Young, etc. Je ne vais pas vous la refaire, ou si. Bon. C'est-à-dire que vous envoyez des électrons à travers deux fentes, ça engendre une figure d'interférence. C'est logique parce que les électrons, ils interfèrent, font comme ça, et il y a un problème de phase qui fait qu'il apparaît des franges de forte probabilité, d'autres, il y a moins de lumière, là plus de lumière, moins de lumière, plus de lumière, ça fait des franges. Et ceci est vrai même si vous envoyez les photons un par un. Donc là, on dit, oulala, ça veut dire que le photon, l'électron, enfin, les électrons, c'est à la fois une onde et une particule. Ok, ça a mis longtemps à être digéré, mais c'est digéré. Aujourd'hui, il n'existe plus de particules qui ne soient pas à la fois matière et onde. Ça se corse lorsqu'on essaye d'observer par où est passé l'électron qui a interféré avec lui-même. Parce que quand on se met à observer en faisant attention de ne pas interférer avec le système, les franges d'interférence disparaissent et l'électron, au lieu de passer par les deux fentes simultanément, il est passé plus que par une fente. Mais si vous observez même lorsque l'électron a traversé le système, c'est-à-dire dans le futur en quelque sorte, ça fait pareil. C'est-à-dire que si vous observez quelque chose qui est quantique, vous le manifestez dans la réalité, mais si vous ne l'observez pas, il reste quantique. D'accord ? Ça, c'est le problème de la mesure. C'est ce qui a fait dire à de nombreux physiciens, des très grands physiciens, y compris des prix Nobel au siècle dernier, que la conscience intervenait dans le processus de réduction de la fonction d'onde, dans le processus qui transforme le non manifesté en manifesté. Ça a même abouti à une dérive, parce que le New Age s'en est emparé, et le mouvement New Age a dit l'observateur crée la réalité. D'accord ? Vous avez tous entendu parler de ça. Bon, en réalité, ça c'est faux. Attention, hein, c'est faux. L'observation ne crée pas la réalité. C'est plus subtil. Mais attention, vous conservez le pouvoir de votre conscience, je vous rassure. On va expliquer ça maintenant, on va bien expliquer ça comme il faut. Il y a aujourd'hui plein de super matheux de la physique qui bossent pour essayer de comprendre d'où vient le problème de la mesure. Et bon, quand même, depuis quelques décennies, on a bien compris comment ça se passe. En fait, il y a un processus qu'on appelle la décohérence, qui est complètement mécanique ou mathématique, hein, si vous préférez, qui a pour effet de transformer automatiquement un réel quantique où tout est intriqué en une réalité qui ressemble vraiment à notre monde, c'est-à-dire qui est unique, prête à se manifester. Et donc, c'est-à-dire qu'on a compris le processus de transformation de la fonction d'onde, du tout intriqué, du tout possible, en une réalité qui est observable. On a compris ça. La conscience, elle n'intervient pas là-dedans. Mais il subsiste un mystère, c'est que ce processus de la décohérence, il n'est pas capable de fabriquer une réalité unique. De temps en temps, oui, hein, on va dire, mais d'une manière générale,
la décohérence ne réduit pas la superposition d'états, c'est-à-dire que la décohérence désintrique le réel quantique, mais elle ne réduit pas les superpositions, c'est-à-dire qu'il peut subsister plusieurs possibilités. On va rentrer dans un exemple là qui va être d'ailleurs la base du stage que je vous propose demain, de l'expérience de demain. Mais d'abord, je vous explique un peu la théorie. Ou plutôt, je vais vous faire rentrer dans quelque chose de plus concret. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est que donc, la physique dispose aujourd'hui d'un mécanisme qui permet de comprendre comment notre réalité se fabrique à partir du non manifesté, à partir du réel quantique, mais elle n'a toujours pas compris comment ceci aboutissait à une réalité unique. Et en réalité, ça n'aboutit pas à une réalité unique, ça aboutit à un multivers de possibilités. Et on ne sait toujours pas comment le multivers de possibilités se transforme en une réalité unique. Et c'est là que l'observateur intervient. Et il y a une théorie aujourd'hui qui s'appelle le solipsisme convivial, qui est proposée par un physicien tout à fait respecté. Ses travaux ont été publiés, le journal de la recherche les a largement diffusés. Et ce gars, c'est un directeur de recherche au laboratoire de Normal Sup, donc c'est pas n'importe qui, et il est en rapport avec d'autres physiciens qui contestent sa théorie, mais c'est lui qui a les arguments les plus forts. Mais il dit des choses qui sont difficiles à avaler. Il dit la chose suivante, et c'est quelque chose qui est devenu la base de mes propres expériences. Demain, je vais fournir des enveloppes aux participants. Une bonne partie d'entre vous reste demain, j'imagine, pour faire cette expérience. Donc, vous allez recevoir des enveloppes dans lesquelles il y aura une image et une légende. Je vous en reparlerai demain, là je vous en parle rapidement. L'image est choisie parmi un millier d'images, la légende un millier de citations pour simplifier, ça fait 1 million de possibilités. Et en fait, la question est de savoir si le contenu de l'enveloppe, c'est quelque chose qui va pouvoir répondre à une problématique. On expliquera ça demain de plus près. Alors évidemment, ces enveloppes, elles sont déjà imprimées, comment voulez-vous? D'accord? Bon, et c'est là qu'on rentre dans la subtilité. Donc il faut que je vous explique le principe. Ce qu'a découvert donc Hervé Zwirn, c'est pas une découverte, c'est une hypothèse, mais c'est l'hypothèse la plus rationnelle. D'accord? Comment sont fabriquées ces enveloppes? J'utilise des générateurs quantiques de nombres aléatoires. Bon, je vous la fais courte, on verra demain. Quantiques de nombres aléatoires qui vont choisir l'image et la légende. Donc, quand est-ce que ces nombres quantiques passent dans la réalité pour savoir qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que c'est au moment où le nombre quantique il apparaît dans mon logiciel? Parce que j'utilise un logiciel que j'ai développé pour faire ce choix. À partir de nombres quantiques. Est-ce que c'est le moment où il apparaît dans mon logiciel, le nombre quantique, parce que je fais la lecture? Eh bien, non. Du coup, j'ai quand même dans l'ordinateur mon image, que personne n'a observée, et j'imprime mon image. J'en imprime même 40. Cet après-midi, j'en ai un. Pascal en a imprimé 40 ce matin. Est-ce qu'une fois imprimé, il n'y a plus qu'une seule possibilité? Eh bien, non. Le moment où ce qui est dans la feuille de papier, ce qui est dans l'enveloppe, et pour lesquels il y a 1 million de possibilités, va passer de 1 million de possibilités à une seule possibilité, c'est le moment où vous allez observer ce qu'il y a dans l'enveloppe. Même si ça a déjà été imprimé depuis l'année dernière. À partir du moment où personne ne l'a observé, c'est vous qui réduisez l'état quantique qui est resté macroscopique. Ce n'est pas un véritable état quantique, mais c'est resté des états superposés. C'est-à-dire que dans l'enveloppe que je vais vous passer, il y a 1 million d'enveloppes. C'est ça qui est difficile à avaler. Hein? D'accord?
Bon, ben, dites-vous bien que si ce n'était pas réel, ce que je viens de vous dire, bon là, c'est exagéré parce que j'utilise un nombre quantique. Dans la réalité, il n'y a pas 1 million de possibilités quand on observe. Dans la réalité, en général, quand on observe, il n'y a qu'une seule possibilité, et puis de temps en temps, il y en a deux. C'est ça qui génère les synchronicités. Le phénomène de synchronicité ne pourrait pas avoir lieu, hein, on va en reparler, s'il n'y avait pas à certains moments dans votre vie un choix qui change votre vie. Donc ça veut dire qu'il y a deux lignes de temps. À un moment donné, voilà, demain, mettons que vous rencontrez quelqu'un qui vous change votre vie. D'accord ? Mettons, demain. Là, jusqu'à demain, tout ce que vous allez faire est déjà décidé par l'univers. C'est la tête de lecture de votre cerveau qui va lire votre futur. Et puis demain, vous allez décider de rencontrer ou pas une personne. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui vous regarde bizarrement. Alors, il y a 3 possibilités. Ah, moi, je ne regarde pas les inconnus, donc vous poursuivez votre parcours. Deuxième possibilité, tiens, ce type me regarde bizarrement. Tiens, peut-être qu'il a quelque chose à me dire. Ouais, mais bon, non, allez, je poursuis mon parcours. Et troisième possibilité, bon, ce type me regarde, il a quelque chose à me dire, je vais aller le voir, et là, il change votre vie. D'accord ? Ça fait 3 possibilités. Vous venez d'être sensible au passage du kéros. Vous venez d'être sensible au passage du kéros. Ce sont les anciens Grecs qui ont introduit cette notion que de temps en temps dans la vie, il y a le kéros qui passe. Il peut passer pendant 1 seconde, il peut passer pendant 1 jour, mais si vous ne saisissez pas sa mèche de cheveux, vous l'avez dans l'os. C'est-à-dire que vous restez sur votre ancienne ligne de temps. Et si vous prenez ça, c'est une métaphore. Et là, vous changez votre vie. Il existe réellement, parce que nous vivons dans un multivers, des moments dans la vie où il y a un choix qui se présente parce que la réalité, en se construisant à partir du réel quantique, n'arrive pas à éliminer toutes les possibilités. Ce sont mes calculs de Billard qui l'ont en plus démontré. Je l'ai publié par 2 fois dans la revue Annals of Physics, ce qui n'est pas rien. Et c'est ça qui me permet de généraliser ce résultat dont je viens de vous parler sur les enveloppes, sur la lecture quantique, au niveau macroscopique. C'est-à-dire que j'ai expliqué d'ailleurs dans cette explication que nous vivons déjà dans un monde quantique, nous, là, maintenant, dans une réalité quantique, sauf que ça ne se voit pas parce que ça devient quantique seulement dans le futur. Alors que quand on regarde dans le tout petit, c'est quantique dans notre échelle de temps, si on peut dire. Voilà, quand on regarde dans le tout petit, et là, c'est là que je vais en venir aux 3 temps. Donc là, je fais un pont un peu rapide entre l'expérience que je vous ai proposée avec mes histoires d'enveloppe et les bifurcations qui se présentent à un moment donné dans notre vie et qui nous proposent un choix à faire. J'ai fait un pont un peu rapide parce que c'est difficile de tout expliquer. Et ça repose sur la notion d'épaisseur de temps. Alors je ne sais pas si je rentre là-dedans, peut-être que oui. Faisons déjà le bilan de ce que je vous ai dit, parce que j'ai probablement oublié de préciser des choses. Donc, oui, Hervé Zwian, donc le physicien en question, qui propose cette compréhension du quantique, qui consiste à dire que le quantique, c'est tout est possible, donc tout est intriqué, mais pour que ça rentre dans la réalité, eh bien, il y a un mécanisme naturel qui fait que ça se transforme en plusieurs possibilités. Dans le quantique, ces possibilités, il y en a plein. À notre échelle macroscopique, ces possibilités, il en subsiste généralement qu'une seule, sauf de temps en temps à une bifurcation où là, il y a un choix à faire, et c'est un peu comme si vous ouvrez l'enveloppe. D'accord ? Tout va dépendre de, finalement, ce que vous avez investi dans votre futur. Et voilà où on en arrive, parce que Hervé Zwian dit lui-même que lorsque il ne parle pas d'enveloppe, mais c'est pareil, si, il parle de feuilles de papier,
Donc, lorsque vous découvrez la feuille de papier, c'est donc, il le dit lui-même, donc ce n'est pas la conscience qui agit, c'est le cerveau. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui réduit l'état quantique de la feuille de papier. Mais si on se positionne dans un cadre plus général où le futur est là et que le futur est en train de se construire, évidemment, on comprend que le cerveau ne fait qu'entériner un choix qui a déjà été fait en amont. C'est-à-dire que si vous avez investi parmi les différentes possibilités d'aller vers certains futurs, un futur rendu plus probable qu'un autre, c'est évidemment celui-là que vous allez observer. Alors qu'est-ce que ça veut dire investir un futur? D'ailleurs, Hervé Zwirn le dit lui-même, ce qui va être observé, c'est la branche d'univers que vous aurez saisie. Qu'est-ce que ça veut dire saisir une branche d'univers? D'accord? Donc, dans les deux cas, quantique, macroscopique, vous avez affaire à un multivers de possibilités et il s'agit de saisir la bonne branche. Nous avons devant nous un arbre de potentialité, c'est un arbre. Un arbre, il a des branches et il s'agit de saisir la bonne branche du futur qui nous intéresse. Donc là, on va rentrer dans la question de comment faire cette magie. Parce que ça a l'air d'être de la magie, mais la magie est une science non encore comprise et on va bientôt comprendre les bases de cette magie qui n'en est pas une puisque c'est complètement rationnel. Je vous disais tout à l'heure que l'espace n'existe pas, que c'est la conscience, etc. Mais qu'est-ce que c'est réellement que cet espace? Comment la physique décrit cet espace, qui finalement est de la conscience? Eh bien, on appelle ça le vide. On appelle ça le vide. Et qu'est-ce que c'est que le vide? C'est quelque chose qui fluctue, qui est lui-même en vibration. À ne pas confondre avec l'espace, puisque là, ah oui, alors, je reviens, je suis allé trop vite, je reviens un peu en arrière. J'ai oublié de dire un truc sur la théorie d'Hervé Zwirn, sur cette fameuse réduction par l'observation, c'est que cette réduction, elle est conviviale, c'est-à-dire qu'elle est commune pour tout le monde. C'est-à-dire si quelqu'un a observé quelque chose, ce qu'il a observé, ça va être partagé avec tout le monde. C'est-à-dire que cette théorie que j'ai vérifiée par l'expérience, aboutit à la notion de réalité collective, de construction collective. Qui dit construction collective nous explique que finalement c'est la conscience qui crée collectivement l'espace. En fait, ça veut dire que notre espace, celui que nous voyons là, c'est une construction collective, ce n'est pas une construction individuelle. Dans vos rêves, vous faites une construction individuelle de l'espace de votre rêve, mais dans notre vraie réalité, il s'agit d'une construction collective. Voilà comment il faut considérer, et Matrix ne dit pas autre chose que ça. Si vous prenez, pour bien le comprendre, observez des joueurs de jeux vidéo. Ils peuvent être des dizaines à jouer le même jeu vidéo. Ils sont tous dans le jeu vidéo, mais c'est un seul jeu vidéo avec les mêmes événements pour tout le monde. Donc on sait déjà réaliser ça en informatique. Eh bien, notre réalité fonctionne de la même manière. Donc l'espace est une construction collective. Bon, je reviens au vide. Lorsqu'on zoome sur l'espace, on en arrive à l'échelle quantique. Ça veut dire quoi? À cette échelle quantique, l'espace n'est pas encore construit. À force de zoomer sur l'espace, on arrive dans le vide, et le vide, là, c'est plus de l'espace, c'est du vide. Donc il faut distinguer le vide et l'espace. Ce sont deux choses différentes. Quand je dis distinguer le vide et l'espace, il faut distinguer le vide et l'espace vide, bien sûr. L'espace vide, c'est une construction, alors que le vide, c'est quelque chose qui est, alors là, c'est lié à la conscience. C'est lié à la conscience puisque c'est quand même spatial, le vide, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on peut identifier les vibrations de l'espace à des vibrations du vide. Dans les deux cas, on a des vibrations de la conscience. Sauf que les vibrations du vide, l'espace n'est pas construit, le temps non plus. Donc si ça vibre pas dans le temps. Ça vibre hors du temps. Et là, vous avez la clé pour comprendre les dimensions supplémentaires de la physique.
je vous fais une conférence où j'essaie de vous expliquer la totalité du tableau. Alors, vous étonnez pas s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Mais en même temps, vous allez y gagner puisque je vais modifier complètement votre conception de la réalité. Alors, vous avez intérêt à retravailler tout ça pour aboutir à, bon, avec des lectures, avec tout ce que vous voulez. Donc, je disais un peu vite. Donc, si, j'ai dit au départ que la conscience, c'était l'espace. Ensuite, j'ai précisé, grâce à cette histoire d'enveloppe et tout ça, en fait, la conscience collective, c'est l'espace. Ensuite, j'ai dit, oui, mais d'habitude, on dit l'espace, c'est le vide. Bon, ben là, donc on zoome sur l'infiniment petit. Là, on n'a plus d'espace, puisque l'espace ne peut pas être construit à ce niveau-là, et tout est quantique. Donc là, il faut un autre mot pour décrire l'espace, c'est le vide. Donc je vous propose de différencier l'espace vide du vide. Et comment fonctionne le vide ? Le vide, il fonctionne forcément hors du temps, puisque le temps est construit en même temps que l'espace. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a besoin d'un autre temps pour décrire les vibrations du vide. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un autre temps pour décrire les vibrations de la conscience individuelle. Et si on avait utilisé un autre temps pour comprendre les théories qui introduisent des dimensions supplémentaires et qui introduisent donc des dimensions compactifiées infiniment petites en rotation, etc., on comprendrait que ces dimensions, ce ne sont rien d'autre que des ondes de torsion, des vibrations du vide, des ondes de torsion. Voilà. Qu'est-ce que c'est que des ondes de torsion ? Ce sont des ondes qui sont capables de relier instantanément deux points de l'espace. Et là, on entre dans la compréhension de tous les phénomènes inexpliqués. La voyance, la prémonition, la vision à distance, les sorties de corps, les expériences de mort imminente, les ovnis, etc., 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 etc. Là, il y a tout qui y passe. On est en train de rentrer petit à petit dans cette compréhension. Il y a les expériences de mort imminente. Comment ça se fait que quand quelqu'un meurt, il se balade dans la salle d'opération et puis il voit des gens autour de lui, des morts d'ailleurs, qui sont déjà morts. Il y en a même d'ailleurs qui peuvent être détectés par les personnes qui accompagnent le mourant. Bon, tout ça, ça va très loin, il faut étudier ces choses-là. Et puis donc il se balade dans les autres salles d'opération et puis il peut être guidé vers un tunnel et puis de l'autre côté du tunnel c'est un truc qui ressemble au paradis, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis vous avez les gens qui font des sorties de corps, qui font des rencontres bizarres, etc. Et puis donc vous vous rendez compte que nous vivons dans une réalité qui est quand même pas facile à comprendre en apparence. C'est-à-dire que quand on est sorti de son corps, on vit encore dans notre réalité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Moi, je croyais qu'on était au paradis. Bon, je ne suis pas dans la religion. Hein. Je suis pas croyant. Hein. Je suis pas non plus. Je suis agnostique, comme on va dire. Je dis ça entre parenthèses. Mais Dieu, pas de souci, j'ai pas de souci avec l'idée de Dieu qui pour moi est la plus grande conscience unifiée de l'univers. Hein. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer là, alors bien sûr vous n'allez pas, c'est quelque chose qui est d'une nature à permettre de comprendre la nature de ce qui se passe de l'autre côté et de faire deux grandes divisions et de dire que de l'autre côté de l'espace, d'abord, il existe un autre côté de l'espace-temps, ça c'est sûr et certain, c'est décrit par la physique. Hein, c'est le réel quantique, c'est le vide. Mais en fait, on est amené à différencier le réel quantique du vide, parce que le réel quantique, c'est le réel qui préside à la construction de notre réalité. Or, le vide, il est vide de toute chose qui présidant à la construction de notre réalité. Le vide, il est complètement vide de ces fonctions d'onde, de ces choses-là. Il existe même des théories basées sur le modèle bimétrique de l'univers qui nous permettent de l'intuiter, cette affaire. Et de toute façon, il y a une très bonne raison de différencier le vide
de l'espace, donc le vide de notre réalité, et de rajouter une troisième réalité, si on peut dire, qui est une réalité intermédiaire, c'est-à-dire que notre réalité, qui s'appelle réalité, c'est un espace-temps qui est purement local, alors que le vide, il est purement non local. Dans le vide, tous les points communiquent. En fait, dans le vide, tout est communication vibratoire. Imaginons que je me retrouve là, maintenant, dans l'au-delà. Je veux vous faire une conférence, d'accord ? Eh bien, il n'y a pas besoin de se déplacer chez Lily, il n'y a pas besoin de... il suffit juste de penser à sa maison. Et on se retrouve tous chez elle. Si elle a lancé une invitation, on n'a pas besoin de prendre l'avion, on n'a pas besoin de tout ça, on s'y retrouve instantanément. Sauf si elle a mis une barrière qui vous empêche, mais c'est une barrière psychique. Vous voyez, enfin, ce genre de choses. C'est-à-dire que... Et vous vivez dans une réalité qui est construite par la conscience, sauf que c'est une construction vibratoire. Mais nous sommes déjà dans une construction vibratoire de la réalité. Donc, pour moi, je n'ai pas de souci avec l'au-delà. Je comprends mathématiquement la structure de l'au-delà. D'accord ? La chose que je ne comprends pas, je peux vous dire un tas de choses sur l'au-delà qui résultent de la logique mathématique. Ce que je ne comprends pas, c'est le milieu intermédiaire, que j'ai plus de mal à comprendre parce que c'est plus compliqué. Il est nécessaire parce que vous ne pouvez pas passer d'un univers purement non local à un univers comme le nôtre qui est purement local. On a besoin d'un milieu intermédiaire et ce milieu intermédiaire, il a déjà reçu un nom. Plutôt que de vous parler de la structure de cet éther ou de cet astral, qui permet de comprendre d'ailleurs l'origine de ces entités qui viennent nous rendre visite, qui permet de comprendre ce qu'on appelle les djinns chez les musulmans, ce qu'on appelle les anges et les démons chez les chrétiens, etc. On va laisser ça de côté pour le mettre au niveau des questions, et je vais revenir sur l'histoire des 3 temps, parce que là je crois que j'ai un peu dérivé. C'est parce que j'ai à vouloir tout expliquer. Donc je reviens sur cette histoire des 3 temps. J'ai déjà introduit le premier temps. Et puis, j'ai introduit donc le second temps que les Grecs appellent Kéros. Alors les Grecs, le premier temps, ils l'appellent Chronos. Mais les Grecs utilisent un troisième temps qu'ils appellent Aion, qui est lié au nouveau cycle. Et c'est vrai que si, après tout, on a un futur qui correspond, qui peut se métaphoriser comme la trajectoire d'un GPS, il y a 2 façons de modifier notre futur, c'est dans le présent en changeant de ligne de temps ou dans le futur en modifiant notre futur. Mais alors comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Donc je vous ai dit que c'était la conscience, votre conscience individuelle, sous la forme de vibration du vide, qui est capable d'engendrer finalement. C'est-à-dire que dès que vous pensez, dès que vous avez une pensée portée par la vibration de vos émotions, elle engendre un archétype dans l'éther, un champ morphique, etc. Et en général, d'ailleurs, c'est l'inverse, c'est vous qui n'arrêtez pas de capter des archétypes ou des champs morphiques qui proviennent de l'éther. Les choses vont à double sens. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné par l'astral, finalement. Et donc, si nous arrivons à avoir un peu plus de maîtrise, ce qui va dans le sens de l'éveil, donc si nous arrivons à nous éveiller, si nous arrivons à un éveil de la conscience, nous devenons libres de créer nous-mêmes ces archétypes qui apparaissent dans l'éther et qui correspondent à exactement ce qu'on appelle des fonctions d'onde, c'est-à-dire que des bouts de réalité, potentiels qui ne sont pas encore manifestés dans notre réalité. Mais on est sûr que c'est de la conscience, puisque c'est quelque chose qui correspond à des vibrations du vide, c'est quelque chose qui participe de l'organisation de tout ce qui est non manifesté. Et puis si vous voulez vous le représenter, souvenez-vous des disques dont je vous ai parlé tout à l'heure,
eh bien, il y a une multiplicité de disques qui tourbillonnent, enfin de réalités potentielles qui tourbillonnent, et puis il y en a un qui va tomber dans la réalité parce que vous allez y penser. Bon. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et si ça n'apparaît pas clairement, c'est parce qu'on est dans une réalité collective et que l'espace-temps ne peut pas servir tout le monde en même temps. Hein, enfin, voyez-le comme ça. Et aussi parce qu'on est conditionné, on s'auto-conditionne à revivre sans arrêt les mêmes archétypes, à retrouver les mêmes problèmes, etc. Les émotions sont des vibrations, en fait. Les émotions sont des vibrations, et si vous avez peur, vous émettez une vibration qui va accrocher toutes les lignes de temps qui vous donneront raison d'avoir peur. Si vous êtes en joie, vous allez accrocher les lignes de temps du futur où vous allez être en joie. Vous voyez, ce sont vos émotions qui orientent votre futur, à condition évidemment d'être libre face à ces émotions et que ça ne soit pas des émotions qui sont complètement conditionnées et il ne faut pas que le mental s'en empare. Voilà, je veux aller vers ça, je veux aller vers plus l'aspect psychologique de cette affaire-là. On a un problème avec le mental. C'est que le mental a tendance à s'emparer de tout ce qu'il a compris et donc il va vouloir simuler. Et en fait, quelque chose que je vous ai pas dit, mais je peux pas tout expliquer, bien sûr. Donc nous sommes embarqués dans une réalité qui est fabriquée à partir d'un éther ou d'un astral, lequel vient lui-même du vide, qu'on peut considérer comme le monde des idées de Platon, qu'on peut considérer comme un monde de pensée, qui en physique correspondrait à l'univers jumeau, l'univers miroir, l'univers conjugué, l'anti-univers, toutes ces choses-là. Donc la véritable énergie de la conscience vient de ce monde qu'on assimile au vide et qu'on peut appeler le monde créateur, comme c'est le cas dans le fameux livre Les dialogues avec l'ange. Dans le livre Les dialogues avec l'ange, vous avez le monde créateur et le monde créé. Le monde créé, c'est notre réalité, c'est notre espace-temps. Le monde créateur, c'est le vide, le vide qui n'est pas vide évidemment, hein, qui contient infiniment plus d'informations que dans notre réalité. C'est à partir du vide que nous puisons l'énergie de notre conscience. Je dirais même plus qu'à chaque fois que nous observons et que cette observation manifeste une réalité nouvelle, ce qui n'est pas général, hein, on fait rentrer une énergie dans la réalité. Plus nous nous éveillons, plus nous conquérons notre libre arbitre et plus nous sommes capables de faire rentrer l'énergie du vide dans notre réalité pour manifester de nouvelles potentialités, pour les manifester. Et donc là, il y a une véritable énergie. Cette énergie, elle est de l'ordre de l'énergie du vide, et vous savez ce que c'est que l'énergie du vide ? C'est la joie, c'est l'amour, c'est tout le registre des vibrations émotionnelles, débarrassé de tout ce qui est purement illusoire et lié à l'espace-temps et lié aux quatre contradictions internes à une réalité qui est une réalité collective. Dans la réalité collective, la construction collective de la réalité amène le conflit. Conflit qui ne peut pas exister de l'autre côté de l'univers puisque toute réalité vibratoire va réunir des gens qui sont dans la même vibration. Il ne peut pas y avoir un intrus qui vient mettre une bombe ou je ne sais quoi. Ça ne ressort pas de la même vibration. C'est pour ça que le paradis est un paradis. D'accord ? Votre maison dans l'au-delà, elle est débarrassée de tous les polluants et de tous les emmerdeurs, de tout... Voilà. D'accord ? C'est normal, c'est vibratoire. Ok ? Bon, ce sont des parenthèses. C'est pour vous aider à comprendre cet aspect vibratoire. Alors cet aspect vibratoire, bien entendu, donc là je vous ai sous-entendu l'idée que nous avons une existence de l'autre côté, ça veut dire que dans cette réalité nous nous incarnons, c'est-à-dire nous sommes incorporés dans les véhicules que sont nos corps.
Si vous considérez la manière dont la physique décrit l'espace-temps comme un univers bloc, c'est obligatoire de considérer ça parce que votre vie continue d'exister après votre mort et elle existe déjà avant votre naissance. Donc c'est difficile à comprendre comment ça puisse apparaître une vie par miracle si vous enlevez la notion de l'incorporation ou de l'incarnation, d'accord ? Simplement, quand on est incarné, il se passe quelque chose de particulier. Donc notre corps est un véhicule, notre cerveau c'est le tableau de bord, d'accord ? Et c'est lui qui commande. C'est-à-dire qu'il y a une fois que notre conscience elle est incarnée dans ce véhicule, donc elle est en quelque sorte prisonnière de ce tableau de bord, hein, comme le pilote d'un avion. Elle a perdu ses propriétés vibratoires et elle adopte un fonctionnement analytique. En même temps que se crée le temps, c'est-à-dire que le temps est issu de cette fameuse tête de lecture qui vient lire notre réalité à vivre. Et donc, la conscience, elle est piégée dans un fonctionnement analytique qui est celui du cerveau gauche. Le cerveau gauche, il a un fonctionnement analytique qui vient de la création du temps, hein, qui vient du temps lui-même, et qui implique la logique, l'analyse, la classification, la sélection, le tri, voilà, les différentes aires cérébrales, etc. Ça n'explique pas la conscience, ça emprisonne la conscience à l'intérieur d'un tableau de bord qui est le mental, gouverné par l'ego, et il n'y a pas de liberté là-dedans. Tous les neuroscientifiques vous le diront, il n'y a aucune liberté là-dedans. Ils n'aient pas tout compris sur le temps, mais en tout cas, bon, on est prêt à croire que c'est notre activité cérébrale qui nous conditionne. C'est OK. Pas tout le temps, mais c'est OK. Mais nous conservons quand même une partie de notre conscience qui conserve un cerveau vibratoire, mais le vibratoire ne peut pas s'incarner dans le cerveau gauche. Le vibratoire, il reste connecté à ce qu'on appelle le cerveau droit. Il nous sert à l'intuition, il nous sert aux perceptions, il nous sert aux sensations, il nous sert à tout ce qui est du domaine du ressenti. Et là, la science a complètement laissé tomber cette affaire, hein. La science n'est plus tout à fait scientifique à cause de ça, hein. C'est-à-dire que c'est pas bien de laisser tomber le cerveau droit sous prétexte que les sensations sont purement individuelles et qu'on peut pas communiquer ce qu'on ressent. On peut pas faire de science avec des témoignages, c'est difficile de communiquer ce qu'on ressent. La science n'aime pas les témoignages. Et pourtant ça existe. Et en fait, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est cette partie-là, ignorée de la science, qui conserve toutes ses propriétés créatives, créatrices. Et c'est un véritable système de navigation. C'est cette partie de notre conscience qui n'est pas dans notre système de commande, qui explique comment est-ce qu'on peut créer notre futur. Mais vous comprenez que si vous remettez ça dans le mental, vous êtes foutu. C'est-à-dire que, mettons que vous voulez vous créer un super futur. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si vous voulez vous créer un super futur, c'est le cerveau gauche qui vous dit crée-moi un super futur. Non, il n'est pas aux commandes, lui. C'est pas lui qui peut créer quoi que ce soit. Lui, c'est un esclave. Le cerveau gauche, il est esclave. Einstein disait, attention, il faut faire attention, le vrai cerveau, le vrai maître, c'est le cerveau intuitif, c'est le cerveau droit. Le mental, c'est un esclave. Moi, je l'ai appris toute ma vie. J'ai été très créatif durant ma vie d'ingénieur et de chercheur. J'ai fini par comprendre comment me venaient les nouvelles idées. Et j'ai fini par dire, il faut pas chercher pour trouver. Il faut trouver pour chercher. Il faut trouver avant de chercher et non pas chercher avant de trouver. Si vous cherchez, vous trouverez jamais. Si vous trouvez, là, ok, vous pouvez vous mettre à chercher le moyen d'objectiver ce que vous avez trouvé. C'est-à-dire qu'on part par, au départ, c'est par intuition. On sait ce qu'on veut faire.
trouver, c'est savoir quelle est la solution avant d'avoir réussi à la mettre en œuvre, avant même d'avoir réussi à l'expliquer, avant même d'avoir réussi à se l'expliquer à soi-même. On a trouvé la solution, on l'a ressenti. C'est le cerveau droit qui a trouvé. Mais le cerveau droit, il a du mal à communiquer au cerveau gauche cette information. Il faut vraiment qu'il en maintienne le ressenti, et puis petit à petit, on arrive à décoder l'information. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on est en permanence pollué par notre mental, qui nous empêche de capter l'information issue de notre cerveau droit, qui nous relie avec le grand tout. Toutes les idées existent déjà. Il n'existe pas de génie qui n'a pas chopé son idée dans l'astral ou dans l'au-delà. C'est normal, on vit dans un univers éternel, etc. Enfin bon. Les bonnes idées, les idées géniales, et même l'envie de vivre un nouveau futur doit être traitée par le cerveau droit. C'est-à-dire que on touche à votre intégrité personnelle. C'est d'ailleurs votre intégrité personnelle, votre être intérieur, votre véritable... le sens de votre existence est connu par la conscience liée à votre cerveau droit. Et donc, il s'agit de capter, il s'agit non pas de commander, mais il s'agit de capter son meilleur futur. Et je ne vous ai pas expliqué pourquoi nous avions une âme, ça résulte évidemment des dimensions supplémentaires dont j'ai oublié de vous expliquer qu'elles étaient divisées en deux parties, dont une fait partie de notre réalité et une fait partie de l'autre réalité, ce qui nous oblige à avoir une autre partie de notre conscience qui se trouve dans l'anti-univers. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une âme, mais il y en a plein d'autres. Admettez que vous ayez une âme, tout simplement. On verra ça aux questions. Donc, votre connexion à votre âme passe par votre cerveau droit. Ça passe par votre conscience vibratoire. C'est votre conscience vibratoire, celle qui subsiste à la mort d'ailleurs, qui est connectée à votre âme. C'est pas votre cerveau gauche. D'accord ? Donc vous pouvez pas... alors, si vous voulez d'ailleurs parler à votre ange ou à votre âme, etc., il y a quand même des astuces. J'en parlerai demain. Mais ça doit quand même passer par le cerveau droit. Ça veut dire qu'il faut enrober sa demande d'amour. Il faut enrober sa demande de ce ressenti-là. Bon. Mais j'en venais à ce fameux troisième temps. Comment expliquer ce troisième temps ? Il fallait que j'introduise cette notion de conscience vibratoire reliée au cerveau droit. Parce que le troisième temps, c'est le temps de votre âme, justement. C'est le temps de cette autre... C'est votre âme qui définit votre parcours de vie. C'est votre âme qui définit ce qu'elle veut que vous fassiez, parce qu'elle incarne une partie de son énergie. Vous êtes une partie d'elle-même, de sa conscience vibratoire, son énergie vibratoire. Vous êtes une partie de votre âme qui a décidé de s'incarner dans la réalité pour vivre une expérience dont elle va tirer des profits. Si votre vie n'est menée que par votre cerveau gauche, qu'il n'y a pas d'évolution et que vous restez dans le conditionnement, etc., je veux dire, le bilan, il est zéro. Je ne sais même pas si vous avez réussi à créer quelque chose que peut récupérer votre âme. D'accord ? Ce n'est que dans l'authenticité de l'être, dans l'intégrité de qui vous êtes, que vous pouvez vivre, que vous pouvez en conséquence vivre quelque chose qui est nouveau et qui va pouvoir être considéré comme une expérience nouvelle de la part de votre âme, bien que je ne sois pas sûr de ce que je dis, parce que peut-être qu'elle a simplement envie de vivre quelque chose, même si elle ne change rien à la réalité, elle a juste besoin d'acquérir le mémoriel correspondant. Mais je suppose que tout de même, on ne peut pas rester piégé. Si on reste piégé dans la matrice, on risque de ne pas réussir à passer de l'autre côté après la mort. Enfin bon, mais ça c'est... Bon, c'était pas là que je voulais vous emmener. Je voulais vous parler du troisième temps. Donc le troisième temps, c'est le temps dans lequel se définit votre nouveau cycle.
rejoint le fameux aion des anciens Grecs. Il y a le temps chronos qui est le temps de la matrice, il y a le temps kéros qui est la sortie de la matrice, ou plutôt la création d'une nouvelle ligne de temps dans la matrice, vous n'êtes pas encore sorti. Et puis il y a le temps aion qui est lié à qui est le temps de votre âme, qui est l'éternité en fait, c'est le temps qui est l'éternité, c'est-à-dire qui définit le sens de votre vie, c'est-à-dire le nouveau cycle que vous êtes chargé de construire, la nouvelle expérience que vous êtes chargé d'acquérir, la tâche que vous avez à réaliser sur Terre. Lisez les dialogues avec l'ange, cette notion de tâche, elle revient tout le temps, et cette tâche-là, à partir du moment où elle est voulue par votre ange, votre âme, votre soi, votre esprit, elle est absolument joyeuse et passionnante, même si elle est difficile. Et donc, pour finir, donc je voulais vous communiquer ce message de joie, parce que la joie, c'est véritablement l'énergie du vide, comme on appelle. Les gens qui s'intéressent à l'énergie du vide ne savent pas de quoi ils parlent, parce que la véritable énergie du vide, c'est une énergie liée à la conscience, l'énergie du ki, que les hindouistes appellent, ou les bouddhistes appellent l'énergie du chi, du ki. D'accord ? C'est une énergie qui est liée à la conscience, parce que ça peut pas être une énergie liée à notre réalité, parce que c'est une énergie qui se conçoit que dans un autre temps, qui n'est pas le nôtre. Et cette énergie, elle est accompagnée d'une information que vous ressentez sous forme de joie, de sensation de souveraineté. C'est-à-dire que c'est la sensation de joie ou de souveraineté qui vous dicte ce que vous avez à faire dans la vie, et qui est un signal directement venu de votre âme, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose, une fois que vous avez la sensation de joie ou de souveraineté, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous arrivez à faire quelque chose d'impossible. Il faut comprendre que l'impossible, pour une seule personne, est tout à fait possible. Alors pourquoi ? Parce que le temps n'existant pas. Si à un moment donné vous faites quelque chose de nouveau, qui paraît impossible, parce que vous êtes le seul à le faire sur cette planète, vous faites quelque chose de nouveau, et vous expliquez pourquoi le principe du colibri fonctionne très bien. Eh bien, ce quelque chose de nouveau se répercute dans tout le futur, en créant plein d'autres exemples, et donc il y a une propagation instantanée à travers l'espace et à travers le temps de ce que vous avez fait de nouveau. Et, j'ai encore oublié de vous le dire, ça évidemment rétroagit sur le présent via une influence du futur. Je vous en ai pas parlé ce soir, peut-être que je vous passerai un petit film demain pour vous expliquer l'influence du futur. J'ai oublié de vous en parler ce soir, mais c'est évident qu'à partir du moment où votre futur change, sans que ce soit le résultat de la causalité, il va forcément avoir une influence sur le présent, puisque le présent va être obligé d'engendrer une ligne de temps qui va aller vers ce futur-là. Et donc, pourquoi vous pouvez réaliser des choses impossibles ? Pourquoi aussi petit que vous êtes, vous pouvez réaliser, parce que si vous réalisez quelque chose de véritablement nouveau qui est utile à la création, qui est utile à la société, et que c'est véritablement nouveau, ça va se répercuter maintenant dans toute l'étendue de votre futur, ça va se répercuter donc maintenant dans toute l'étendue de l'espace où tous les exemples auront été transférés, et ça va se répercuter maintenant dans le futur proche que vous allez vivre, et vous allez voir qu'il va se passer de petits miracles. Donc il ne faut pas avoir peur, malgré qu'on a la sensation de n'être rien, d'avoir des initiatives qui sont profitables pour la collectivité. Parce qu'à un moment donné, à partir du moment où ça vient du cœur, quand on dit ça vient du cœur, ça veut dire que ça vient de la conscience vibratoire. Donc c'est ça qui va toucher le futur, c'est ça qui va véritablement engendrer de nouvelles lignes de temps dans le futur, et comme je vous disais, ça va se répercuter. D'accord ? Donc voilà le véritable fonctionnement de la réalité. Et ce véritable fonctionnement de la réalité, donc je vous le résume.
vous commencez par capter et non pas décider. Donc ça nécessite une introspection, ça nécessite un déconditionnement complet, ça nécessite le détachement, le lâcher-prise et la confiance, ce qui n'est pas évident, d'accord? Parce qu'on est tous très conditionnés. Je devrais vous faire une conférence rien que là-dessus. Une fois que vous avez réussi à sortir du conditionnement, automatiquement, vous captez qui vous êtes, vous captez votre soi, à moins d'être malade, parce qu'il y a effectivement le conditionnement physique. Le conditionnement physique peut vous empêcher, effectivement, bon, dans ce cas-là, il faut se soigner, il faut se reposer, il faut guérir, etc. Mais bon, oublions ces conditionnements. À ce moment-là, vous captez automatiquement qui vous êtes et vous ressentez la joie d'exister, simplement. Sans avoir besoin de quoi que ce soit, de possession, de relation, de quoi que ce soit. Vous ressentez cette joie d'exister, et cette joie d'exister vous apporte instantanément le sens de votre vie. Il en germe une intention, et si cette intention, vous la conservez dans le cœur sous forme de foi, c'est celle-là qui va créer le futur de vos rêves, en fait. C'est celle qui va créer véritablement le futur correspondant. Voilà, donc je résume, je le redis parce que ça c'est la chose la plus importante à se souvenir. Vous captez l'énergie de votre soi, c'est-à-dire de votre âme, c'est-à-dire l'énergie de votre nouveau cycle, celle du 3e temps. Après vous être déconditionné, ça c'est quelque chose qui peut vous prendre des mois, des années. Ou ben oui. Et vous ressentez automatiquement la joie d'exister qui vous apporte en même temps le sens de votre vie. Et cette joie, elle est tellement prégnante que vous la conservez en vous-même sous forme de foi. Vous avez la foi que vous allez faire cela, que vous allez faire ceci. Et vous n'avez pas peur parce que vous avez compris que l'effet colibri, il existe. Vous avez compris que même si ça paraît petit, que ça paraît impossible, vous pouvez le faire et vous allez voir petit à petit la magie opérer. Je vous remercie.